Au Palais des Congrès, porte-maillot, audit social, comment vérifier la conformité de votre gestion sociale? On en parle avec nos invités. Anne-Marie Kim, responsable conseil donc chez Inextinso, et vous-même, Jean-Joseph Beauclé, donc directeur conseil social au cabinet Inextinso, donc toujours en direct, en public. Ici même, on voit de belles images du colloque des DAF à la porte, donc la porte-maillot, Palais des Congrès. 30 minutes, le micro est à vous. C'est parti, j'ai l'œil sur la montre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai du son, vous m'entendez? Ça va venir. Allô, allô? Oui. Oui, voilà le son. Merci. Merci à vous tous d'être présents. Le thème, une demi-heure à passer ensemble sur un thème extrêmement vaste et qui vous concerne en qualité de DAF. Je l'imagine, puisque vous êtes tous les uns et les autres au cœur donc de la problématique de gestion sociale de vos entreprises. Trois points saillants, vous le savez, vous y êtes confrontés chaque jour. C'est un environnement, vous devez faire face à un environnement donc réglementaire, législatif, qui est extrêmement complexe et de plus en plus complexe. Je crois que j'enfonce un petit peu une porte ouverte, et qui est par ailleurs extrêmement mouvant. C'est-à-dire vous devez, comme nous dans nos domaines respectifs, donc connaître les affres de la mise à jour et de rester en ligne donc avec les mouvements et les changements de réglementation. Deuxièmement, c'est également paradoxal. Vous devez par ailleurs donc maîtriser et optimiser les coûts sociaux. Vous êtes DAF, donc pour la plupart d'entre vous tenez les cordons des finances, voire de la comptabilité, voire de l'administration plus généralement, de l'administration du personnel dans vos PME, parce que j'ai examiné la taille de vos entreprises respectives. Donc là, pour vous, vos dirigeants vous demandent évidemment de tenir très précieusement les cordons de la bourse et d'éviter les risques. On va en parler ensuite, les risques donc que peuvent générer des anomalies de traitement ou des anomalies de fonctionnement dans la gestion sociale de l'entreprise dont vous êtes le DAF. Troisième point, et non des moindres, c'est la maîtrise des risques et la couverture des risques de vos dirigeants. Car beaucoup d'entre vous, en qualité de DAF, je pense que vous n'avez pas toujours conscience, vous m'en excuserez, mais vous n'avez pas toujours conscience des risques encourus donc par les dirigeants de vos entreprises, voire vous-même si vous disposez d'une délégation, dans le meilleur des cas, d'une délégation de pouvoir. Mais le dirigeant lui-même, en miroir et en transparence, je dirais, en transparence donc du fonctionnement de son entreprise, court un certain nombre de risques qui ne sont pas toujours bien perçus dans les entreprises. Et là, elles le sont quand le risque est réalisé, et c'est hélas bien souvent trop tard. Donc là, il s'agit de prévention. Excusez-moi, je vais vous passer les slides, parce que la souris ne fonctionne pas. Les indicateurs d'alerte. Quand on parle gestion sociale, en général, vous êtes confronté à un certain nombre d'indicateurs ou de situations d'alerte dans vos entreprises qui vous disent « j'ai des dysfonctionnements dans l'entreprise ». On a relevé très rapidement 4 volets de dysfonctionnement ou de niveau d'alerte, donc qui peuvent vous parvenir. J'en relève un traditionnel qui est le contrôle URSSAF et le contrôle fiscal. Donc effectivement, vous devez faire face à cette qualité de DAF, donc à ces contrôles de l'administration, des organismes sociaux et fiscaux. Là, vous courez donc évidemment un certain nombre de risques qui se réalisent, puisque vous pouvez encourir des régularisations de contrôle URSSAF. Je dis régularisation parce que dans le contrôle URSSAF, on peut avoir à la fois des redressements, qui est la partie la plus négative. Vous devez annoncer à votre dirigeant à l'issue du contrôle URSSAF que la comptabilité sociale n'était pas forcément bien tenue, que la paye, le service paye non plus n'était pas aussi performant que vous le pensiez. Et à l'inverse, vous pouvez avoir bonne nouvelle, les services de l'URSSAF vont vous annoncer que vous aurez une restitution dans le cadre de cette régularisation.
Mais je dirais pour un DAF, moi qui ai travaillé 20 ans en entreprise, annoncer à son dirigeant à la fois une mauvaise nouvelle, j'ai un redressement sur tel et tel poste, ou j'ai une restitution parce que finalement on s'est aussi trompé, c'est relativement insécurisant pour le dirigeant qui va commencer à se poser des questions sur votre performance. Donc je dirais bonne ou mauvaise nouvelle, toute régularisation de contrôle URSSAF est toujours quand même un indicateur d'alerte assez intéressant sur la gestion sociale. Vous pouvez encourir, je le cite pour mémoire et brièvement, c'est le travail dissimulé. Là, c'est une des anomalies qui pourraient apparaître dans l'administration du personnel dont vous avez sans doute le contrôle au titre administratif. Donc là, le travail dissimulé, il se cache derrière beaucoup d'anomalies. Ça peut être une anomalie évidemment volontaire de non-déclaration du personnel, mais je pense que vous ne pratiquez pas ce genre de sport. Mais ça peut être aussi le défaut de faire figurer, c'est pour l'exemple, des heures supplémentaires ou de mentionner des heures supplémentaires sur des bulletins de salaire. C'est constitutif d'un délit de travail dissimulé. Et de façon plus générale, en supervisant l'administration du personnel, vous avez affaire aussi à des éditeurs de logiciels qui peuvent être des grands noms du marché ici présents, j'en vois devant moi, ou des éditeurs plus modestes, et vous apercevez que le logiciel de paye que vous utilisez n'est pas forcément à jour, pas complètement à jour, pas totalement à jour, ce qui n'est pas forcément du tout la faute de l'éditeur, mais peut être, je vais vous en donner un exemple, peut être une erreur administrative de vos services. Vous recevez de l'éditeur un CD-ROM de mise à jour du logiciel. Votre collaborateur, il glisse le CD-ROM, il le met à jour et il oublie qu'il a une phase beaucoup plus active qui vise à régulariser un taux ou à réactualiser un taux au moment de la mise à jour du logiciel. Ce qui, en cas de contrôle URSSAF, va vous faire apparaître un défaut de mise à jour du paramétrage de votre paye et risque de vous entraîner donc un redressement. Et puis vous pouvez avoir dans un autre volet un contrôle de l'administration du travail. Je vais peut-être laisser Anne-Marie. Oui, donc vous avez la visite de l'inspecteur du travail qui vient valider que vous ayez bien mis en place votre temps de travail, que vous respectez votre accord sur la durée du temps de travail, que votre accord est toujours conforme, qui respecte bien la dernière législation, parce que là aussi les choses évoluent et ils évoluent parfois beaucoup plus rapidement, que votre effectif a augmenté, vous n'avez pas fait attention et en fin de compte vous êtes plus de 11 et vous devez mettre en place des représentants du personnel, ce qui peut aussi avoir des conséquences quand on a un contrôle URSSAF, puisque aujourd'hui beaucoup d'exonérations sont liées au respect de la législation également. Vous pouvez le document unique. Donc le document unique d'évaluation des risques qui lui porte à conséquence aussi aujourd'hui avec l'évolution de la réforme de la retraite. Je vous rappelle quand même que c'est un document qui existe depuis 2002 et que les inspecteurs du travail, moi je l'ai connu récemment, sont très friands de ce genre de points et qui le demandent. J'ai vu un client qui aujourd'hui s'y retrouve avec un redressement de 9 000 € parce qu'il n'avait pas ce document. Et on a eu beau discuter avec l'inspecteur du travail, il n'a pas voulu lâcher prise. Il a dit « Je suis désolé madame, c'est une législation qui date de 2002 et elle devait être là, elle n'y est pas, j'applique la loi ». Et on peut se retrouver parallèlement avec un autre inspecteur qui va dire « Bon, vous n'êtes pas en règle, je vais vous laisser faire, mais la prochaine fois que je reviendrai, je veux trouver ce document. » Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et le document unique, c'est pas parce que j'ai 50 salariés ou parce que j'en ai 500, c'est dès que j'ai un salarié, je dois le mettre en place. Vous avez une autre série d'indicateurs d'alerte sur la gestion sociale qui sont les contentieux individuels, voire collectifs. Je n'évoquerai pas les contentieux prud'homaux, mais qui nous intéressent surtout, par le nombre de contentieux que vous pouvez avoir, surtout par les chefs de demande des salariés qui doivent vous alerter sur le fonctionnement donc de votre gestion sociale de façon moins contentieuse. Vous avez aussi les réclamations qui sont émises par les salariés et qui peuvent vous remonter de diverses sources à travers les IRP, les délégués du personnel, le comité d'entreprise si vous disposez d'un comité d'entreprise, voire des demandes volontaires, des salariés qui vous contactent directement très souvent après la distribution des bulletins de paye à la fin du mois ou en début de mois parce qu'on s'aperçoit qu'il manque des heures, des primes, un taux n'est pas juste ou le net a changé, des questions qui peuvent se poser comme ça. Moi, personnellement, il y avait un indicateur que je trouve très intéressant qui est le taux d'erreur et le nombre de bulletins de salaire et de solde de tout compte qui peut être refait
chaque mois, qui est un indicateur que vous devez absolument surveiller, parce que lui, à chaque fois qu'on refait les bulletins de salaire, on devrait assurer la traçabilité du fait et de la source, donc de la source d'anomalie, qui est pas forcément grave, qui est pas forcément sérieuse, mais qui existe. Donc, un autre, de façon plus globale, c'est le climat social de votre entreprise. Donc, là aussi, de surveiller les taux d'absentéisme, les taux d'accident de travail, l'impact. Enfin, on y reviendra, mais c'est très court. Laquelle a changé, mais c'est très important dans vos tailles d'entreprise de surveiller le taux d'AT qui lui s'impacte directement et très directement sur la gestion de l'entreprise. Hein, je le dis à beaucoup d'entrepreneurs, quand on voit les taux dans les entreprises de bâtiment où on prend pas de mesure et qu'on trouve des taux à 6,50, 7 points de masse salariale dans une entreprise, ça demande quand même nécessité de s'y intéresser. Mais ça peut être plus modeste ou des taux qui ont un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise. Les revendications des IRP, des délégués du personnel, des représentants du personnel, qui doivent être traités et qui vous coûtent aussi du temps. Et de façon plus générale, toutes ces alertes ou toutes ces anomalies ou dysfonctionnements qui ont pu être éclairés à travers ce qu'on vient de vous indiquer, ont un impact sur la performance, donc ont un impact sur indirect, voire direct, sur la performance économique donc de votre entreprise. Je vais passer le slide suivant, ça marche à l'envers. Je me suis permis de vous communiquer trois slides. Les 3 slides suivants sont extraits du rapport de l'ACOS, donc qui est l'organisme centralisateur des caisses donc de sécurité sociale et des URSSAF. Et pour vous montrer l'impact de ces dysfonctionnements, pour ceux qui seraient toujours un petit peu dans le doute en nous écoutant, écoutez, j'ai extrait 3 tableaux extrêmement parlants du dernier rapport qui a 2 ans, que vous pouvez consulter sur le site de l'ACOS. Vous allez sur acos.fr sous l'onglet publication ACO2S. Et donc vous trouverez une publication qui est très intéressante, qui est le rapport donc de recouvrement des ACOS sur le dernier rapport de 2010. Il y a toujours 1 an et demi de retard, mais ils sont très intéressants parce qu'ils nous donnent accès au rapport d'activité des URSSAF, à la nature des recouvrements et des redressements et des régularisations opérées. C'est toujours intéressant puisque on voit que conjointement à l'évolution de la réglementation et de la législation, on voit que les chefs de redressement évoluent. Vous avez sur le slide donc les points de législation dans l'évaluation des régularisations sur les 5 dernières années, sur 2005-2010. Parce que c'est la période qui relève. On voit très bien qu'il y a 2 chefs qui caractérisent les redressements en contrôle. C'est la complexité des mesures en faveur de l'emploi. On a eu les flottements sur le CIE, les CAE, etc. C'était les contrats d'apprentissage avec les seuils la connaissance des seuils d'effectifs. Non, il y a eu pas mal de redressements sur ces points-là parce que c'était très mal appliqué, implémenté par les entreprises. On a là un effet direct, et vous voyez, c'est le bâton au milieu de l'écran, c'est la mise en œuvre des dispositions de réduction du temps de travail, c'est l'impact de la loi TEPA, notamment, et les mauvaises implémentations de la réglementation, de la législation par les entreprises, qui ont entraîné ces redressements. Un autre slide pour passer assez vite sur la partie cotisation et contribution, donc qui sont contrôlés par les contrôleurs ou les inspecteurs selon la taille de vos entreprises. On voit aussi que 3 points sont particulièrement saillants. C'est pour 90% d'entre eux, sur les cotisations, on trouve des redressements sur le versement de transport. Apparemment, beaucoup de PME maîtrisent encore très très mal la réglementation sur le versement de transport. L'application de la CSG, la CRDS, les bases de CSG, CRDS, alors là, très 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 mal maîtrisées également. C'est une source récurrente de redressement. Et avec les modifications qui viennent, c'est les contributions de retraite sur les contrats de retraite et de prévoyance, également. Un troisième tableau qui vous concerne très vivement en PME, dans vos PME, c'est les frais professionnels. Les frais professionnels également
Donc on a toujours deux chefs, soit les allocations de remboursement sont pas justifiées. Donc là, il y a un défaut de maîtrise un peu du processus dans votre entreprise, au-delà du redressement lui-même ou de la régularisation, ça démontre un défaut de maîtrise, de la réglementation de la législation, un défaut de procédure qui est, hélas, la carence encore, qui relève de vos compétences, mais qui relève de la carence donc de la fonction administrative, d'implémenter, d'impacter, de mettre en œuvre donc des procédures administratives fiables et appliquées. On a également les dépassements des limites d'exonération. Soit carrément, soit on applique mal par méconnaissance, soit on ne se procure pas les justificatifs et on dépasse les seuils d'exonération. Donc vous le voyez, ça c'est des tableaux qui n'émanent pas de nos services, mais qui émanent de l'ACOS. C'est le fruit des redressements opérés par les URSSAF. Venons donc après ce constat dont je voudrais pas que vous le perceviez comme négatif, mais c'est un constat d'alerte. Nous sommes là réunis ensemble aujourd'hui pour ce faire. Quels sont les leviers, de quels outils disposez-vous pour faire face parmi la multiplicité des tâches qui sont les vôtres, parce que j'imagine que l'administration du personnel, la gestion du personnel n'est qu'un volet de votre fonction. Même si, comme nous venons de le dire, les aspects ou les dysfonctionnements ont un impact qui peut être relativement, on y viendra, très sérieux sur le plan économique et même sur le plan de l'exploitation de l'entreprise. On voit des PME aujourd'hui, à l'occasion de contrôles URSSAF, qui peuvent être mis en péril par des centaines de milliers d'euros de redressement pour des erreurs qui n'étaient pas forcément décelées ou considérées comme fatales pour l'entreprise, ce qui est donc considérable. Donc nous préconisons évidemment de recourir à l'audit social. L'audit social, qu'est-ce que c'est dans l'espace-temps qui nous est réservé? D'abord, c'est un processus professionnel, parce que l'audit social, c'est une démarche qui s'adresse et qui doit être menée par des professionnels, d'accord? C'est un processus partagé, parce que le professionnel avec lequel vous allez travailler, il va travailler avec vous. On peut pas mener un audit social si la démarche n'est pas partagée, si on n'a pas une connaissance assez approfondie de l'entreprise dans laquelle on est susceptible d'intervenir. Et plus encore, c'est une démarche récurrente et continue, puisque c'est un processus d'amélioration donc de la performance de votre entreprise, tout en vous sécurisant dans votre pratique professionnelle. Donc je dirais trois volets. C'est des méthodologies, parce que c'est je le redis, une démarche professionnelle. C'est des référentiels, on va y venir, et c'est surtout ce que vous attendez. J'imagine que dans la fonction DAF, et je le sais, le pragmatisme l'emporte souvent sous toute autre considération. L'urgence et la rapidité et l'efficacité, c'est des résultats, parce que vos dirigeants attendent d'être sécurisés et donc d'avoir des résultats. Donc aujourd'hui, engager une démarche d'évaluation et de prévention des risques sociaux, c'est bien de ce dont il s'agit. C'est avant tout vous sécuriser dans votre fonction et ne pas aller au-delà pour autant que vous auriez décelé des anomalies ou des dysfonctionnements. C'est veiller à ce qu'un fonctionnement normal donc de votre fonction avec le moins de surprises possible sur au moins l'un des 4 volets qu'on a relevé tout à l'heure. Pour mémoire, je dirais que les contextes de la demande de mission d'audit social, en PME, assez rarement on trouve des services d'audit interne. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de PME, certains qui sont dans les PME de plus de 500 personnes, où on peut, le cas échéant, trouver déjà des démarches internes d'audit. Dans la plupart des sociétés où j'ai relevé, vous êtes dans des seuils entre 10, 100, 150 personnes. On n'a pas les moyens économiques de mettre en place un service d'audit et la méthodologie, parfois, on ne dispose ni du temps ni des budgets pour ce faire. Donc en général, vous procédez à une externalisation de la fonction d'audit social qui se traduit pour la plupart du temps, certains participent à
à ce congrès. Vous allez recourir à des sociétés d'optimisation de coûts. C'est comme ça qu'elles vous abordent. En général, on vous dit vous êtes très content puisque en tant que DAF, vous allez signer un contrat qui va vous garantir donc la recherche ou au moins la résolution par prévention d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a pu évoquer. Vous allez signer un contrat qui est relativement onéreux et qui aura, c'est le métier tout à fait respectable, c'est pas le nôtre, mais qui aura l'intérêt one shot de vous régler la question avec un coût relativement sensible, puisque certains d'entre vous connaissent les taux actuellement pratiqués sur le marché. Et puis pour d'autres, dans d'autres entreprises, vous aurez un expert comptable. Je ne parle pas du commissaire aux comptes, où là la mission d'audit, le commissaire aux comptes, qui est une mission légale et de nature différente. Mais avec votre expert comptable, vous pouvez trouver également un certain nombre de services en la matière. Je le situe donc. Audit interne, rare. Externalisation de l'audit, oui, c'est la voie la plus commune. Je cite pour mémoire les audits de tierces parties que vous pouvez trouver, auxquels vous êtes peut-être confrontés. Ça peut être des syndicats professionnels, des organisations professionnelles qui nécessitent, selon vos activités ou votre appartenance à des syndicats, donc la réalisation d'audits sur des points critiques ou des points particuliers que ces syndicats ou organisations souhaiteraient opérer. Je citerai pour l'exemple, on en parlait avec ma collègue, là depuis 5 ans, je suis un syndicat professionnel qui est engagé dans une démarche de labellisation et donc qui souhaite soit à l'occasion de l'adhésion de syndicats, d'entreprises à l'organisation syndicale professionnelle, qui souhaite donc les auditer pour vérifier qu'ils répondent à un certain nombre de standards, à la fois dans le domaine économique mais également dans le domaine social et de respect de la législation sociale, soit auprès de leurs adhérents pour vérifier des conformités conventionnelles, enfin à l'application des conventions collectives. Je cite mais vraiment pour mémoire la norme. Certains m'ont dit mais qu'est-ce que cette norme SA 8000 ? Mais là c'est des démarches de certification donc identiques aux normes AFNOR ou aux normes ISO. Certains pourraient être engagés dans des normes ISO 9001, par exemple, sur la fonction ressources humaines. La norme SA 8000, SA, c'est comme Social Accountability, c'est une norme internationale qui pourrait vous être demandée. C'est des sociétés qui travaillent à l'export et auxquelles on pourrait demander que sur un certain nombre de volets sociaux, ils respectent donc la législation sociale. Donc l'enjeu et la finalité, la mission d'audit, très important et rapidement, la définition de l'objet. Quand vous allez contracter une mission d'audit social, c'est de bien en définir l'objet. Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Qu'est-ce que vous voulez vérifier ? Qu'est-ce que vous voulez contrôler ? Est-ce que c'est de l'audit vous attendez une conformité pour vous sécuriser à la convention collective, au droit du travail ? Vous posez des problèmes d'organisation dans des services ou d'efficacité donc de services. Vous posez des problèmes sur votre organisation. Donc l'audit, le champ peut être relativement vaste. Quelle finalité attendez-vous de votre auditeur ? Est-ce que vous attendez des actions correctives immédiates ? Vous allez recourir à un optimiseur de coûts. L'optimiseur de coûts, vous allez lui donner des bulletins de paye, des états de charges sociales. Vous allez lui donner votre DAS, des notifications de taux d'accident de travail. Et ils vont vous passer tout ça en revue et ensuite ils feront des réclamations adéquates s'ils ont décelé des anomalies ou des dysfonctionnements aux organismes sociaux. Là, on est dans une démarche un petit peu élargie et différente, mais encore faudrait-il dans la démarche le cibler. Vous ne pouvez être que dans ce premier stade d'action corrective immédiate. Vous pouvez rechercher des améliorations de processus parce que vous avez des dysfonctionnements donc indéniable dans votre processus paye, dans les processus d'administration du personnel, d'intégration, de construction, d'élaboration des contrats de travail. Donc c'est assez vaste. Les référentiels qui sont le cœur du métier de l'auditeur, c'est vous définissez quels sont les référentiels, à partir de quoi vous observez l'objet sur lequel vous entendez pratiquer l'audit. Alors je le rappelle juste pour mémoire, pour se partager nos risques, puisque je crois que
c'est nos métiers aussi. Vous avez le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code général des impôts, le code des assurances, le code des collectivités territoriales, le code pénal. Pour l'essentiel, je n'ai cité que 4 ou 5 codes sur lesquels, que vous le sachiez ou non, quand vous pensez code du travail, on dit droit social, code du travail, pas du tout. Je viens de citer le code du travail, ça tombe de soi. Le code de la sécurité sociale, vous l'imaginez. Le code général des impôts, mais il y a des quantités de choses. Quand vous distribuez aujourd'hui des bons cadeaux, des chèques cadeaux aux entreprises, on est sur le code général des impôts. Quand vous êtes sur le versement transport, vous posez question sur le versement transport, on est sur le code des collectivités territoriales. Et quand vous enfreignez, vous faites du travail dissimulé sans le savoir, vous ne faites pas figurer, vous n'élaborez pas le document unique d'évaluation, vous ne faites pas figurer sur le bulletin de salaire des heures supplémentaires, vous êtes sur le code pénal. Donc tous ces codes-là, on est vraiment dans du premier niveau qui montre la largeur et la profondeur, c'est vrai, de vos missions et des risques sur lesquels et la nécessité de vous assurer, de vous sécuriser dans vos pratiques. Ensuite, vous avez les référentiels conventionnels. Les référentiels conventionnels, c'est la convention collective, c'est essentiellement vos conventions collectives, si vous y êtes assujettis. Et puis les référentiels d'entreprise, d'où la nécessité de partage et de partage avec l'auditeur pour construire la mission, puisque vous avez des accords d'entreprise, des manuels de procédure, éventuellement un règlement intérieur, une charte informatique, des notes de service, ou toutes sortes de courriers qui ont pu être livrés donc aux collaborateurs. Je vous en donne là pour mémoire, pour aller très vite, que le temps nous est compté, un type de référentiel, par exemple des obligations d'information individuelle à la charge de l'employeur. Autant à l'embauche du salarié que pendant sa carrière professionnelle, qu'à la rupture et à la cessation du contrat de travail. Vous voyez un nombre d'obligations, je vois les yeux qui s'arrondissent, parce que vous vous dites, mais moi je fais pas du tout ça, et pour certains d'entre vous, sans doute, vous dites, mais moi je savais même pas que ça existait, que cette obligation existe, parce que derrière chacun de ces items, il y a un article du Code du travail, une obligation, voire une sanction, et voire un coût économique associé à cette sanction. Donc c'est le type de référentiel donc on peut utiliser sur tous les items construits pour l'objet de la mission que vous pourriez confier à l'auditeur. Beaucoup plus intéressant et plus concret. On rentre là dans le cœur des missions. À un moment donné, c'est le rapport d'audit. On va vous délivrer, l'auditeur vous doit, alors qu'on soit dans l'économiseur de coûts, je ne suis pas du tout en train de véhiculer une image quelconque de ses collègues. Je pense que c'est une vision de l'économie de coûts. Nous sommes dans l'amélioration de la performance. C'est un dispositif continu. Il s'agit d'apprendre, d'assister le DAF à la fois pour faire l'apprentissage d'un processus d'amélioration de son organisation. Parce que quand vous avez un contrôle URSSAF qui se solde par 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, on va vous en donner des exemples. Je pense qu'Anne-Marie vous en donnera. Il m'en vient là immédiatement. Une PME, le versement de transport, c'est l'un des items, versement de transport. Je vais dans une PME récemment. Et le dirigeant dit, racontez-moi votre activité. Quelle est votre activité? Voilà, je fais prestation de services, animation commerciale. Ah bon, où sont vos salariés? Un peu partout en France. Pourriez me montrer vos bulletins de salaire? On fait 130 000 euros de versement de transport. Il savait pas, il n'était pas au courant. Il versait le versement de transport dans les Hauts-de-Seine pour tout le personnel qui était disséminé sur la France entière. Gain 130 000 euros. Alors, évidemment, il était très heureux, mais c'est quand même un dysfonctionnement assez sérieux. Un grand hôtel parisien, pour pas le citer, appel du DAF qui me dit, tiens, je viens d'avoir un contrôle URSSAF, l'inspecteur d'URSSAF il me parle de plan senior. Il me dit, mais nous on a un accord de branche, on n'est pas concerné par ça. Je dis, excusez-moi, vous êtes un hôtel, convention collective HCR. Non, il n'y a pas dans l'HCR. On n'est pas parvenu à un accord sur le traitement du plan de la situation des seniors. Non, vous êtes dans le vide juridique, monsieur. Il vous fallait un plan ou un accord. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Coût 53 000 euros. 5 minutes,
Ça, c'est assez binaire. Hein. L'inspecteur, vous avez le plan, vous avez un plan ou un accord. J'ai ni l'un ni l'autre. Monsieur, convention collective, dysfonctionnement, 53 000 €. Chaque item qui est ici, je crois qu'Anne-Marie peut vous en citer pareillement, hein, les calculs d'effectifs. Les calculs d'effectifs, des seuils d'effectifs erronés, où on pensait être moins de 10, donc pas de versement transport. Moins de 20. Moins de 20, pas la FNAL, ou plus de 11. Moins de 50. Oui, moins de 50, et j'ai pas fait de plan d'emploi senior. Je n'ai pas fait d'accord de pénibilité. Alors l'accord de pénibilité encore j'ai du temps parce que le jour où l'inspecteur vient le constater, il me laisse 6 mois pour le rédiger, mais il faut le rédiger au bout des 6 mois, il faut le mettre en place. Donc des exemples on en a tous les jours et c'est pas quand vous avez la visite de l'inspecteur du travail ou du contrôleur URSSAF, c'est bien avant qu'il faut agir et c'est là où on peut le mieux agir, voire faire des économies. Moi je suis intervenue récemment avec mes collègues comptables dans une structure où on intervient uniquement en compta. Ils m'ont demandé d'intervenir, j'y suis allée. Elle m'a dit, mais de toute façon, c'est pas grave. Moi, le dernier contrôle URSSAF, ils m'ont remboursé de l'argent. 5 minutes avant, elle nous expliquait qu'elle avait des problèmes de trésorerie et que tous les matins, elle jonglait pendant 4 heures pour payer ses fournisseurs. Bah oui, mais si on a fait un audit, on a trouvé des erreurs de calcul, enfin d'application des taux erronés, et on a fini par lui faire des économies parce qu'elle payait tous les mois de l'argent à l'URSSAF, qui aurait été plus facile de gérer sa trésorerie derrière. Donc des exemples comme ça, on en a plein. Contrat de travail, hier après-midi, j'étais dans une SS2I. Là, on touche dans les choses concrètes. J'étais donc avec un DAF dans une SS2I dans lequel j'ai un abonnement. Je passe chez eux, ils ont mis c'est un exemple de démarche. On a un abonnement, je passe chez eux une demi-journée tous les 3 par trimestre. Et sur un thème, une liste de thématiques proposées, en 4 heures, on fait une revue sociale, donc à la fois des points d'évolution de réglementation sur le plan légal ou conventionnel, des points de jurisprudence, il y a des éléments, des nouvelles jurisprudences qui pourraient les concerner, qui est sorti dans l'intertemps. Et hier, on faisait une petite revue de contrats de travail. C'était pas posé la question depuis un moment. On relève dans les contrats de travail. Je relève, par exemple, je vous en cite, une clause d'exclusivité dans un temps partiel. Clause d'exclusivité d'activité dans un temps partiel, c'est la requalification du contrat à 100% en cas de problème. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de travailler. Ou l'absence de la clause d'heures complémentaires, qui fait que quand on doit payer des heures supplémentaires au temps partiel, je vais pas les payer non majorées, je vais devoir les majorer. Des périodes d'essai. Les contrats non actualisés sur la période d'essai. Donc très souvent en PME, on est très très pressé, on n'a pas le temps. Le collaborateur ou la collaboratrice est en congé de maternité ou autre. On a repris le modèle qui allait bien et puis on signe un contrat de travail avec une période d'essai qui est pas juste, qui n'a pas été réactualisé selon la réglementation en cours. Moi, j'ai un exemple d'une structure qui n'a pas fait passer une visite médicale à l'un de ses salariés quand elle l'a embauché. Ils n'y ont pas pensé, ils ont oublié, il est passé à la trappe. Il s'avère que ce salarié avait un problème de santé et qu'il a eu un accident du travail et qu'il est décédé. Visite du médecin du travail, visite de l'inspection du travail. Ils avaient énormément de CDD parce que c'était pour eux une façon de mettre en place une période d'essai plus longue que ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Résultat des courses, ça a été jusqu'au fisc qui est venu les rencontrer, voir les fraudes pour le travail au noir. Résultat des courses, en faisant une analyse plus approfondie, on s'est rendu compte que la nouvelle législation et leur convention collective leur permettaient d'avoir des périodes d'essai de 4 mois. Donc plutôt que de faire un CDD, autant faire un CDI avec une bonne période d'essai. Voilà, des exemples comme ça, je crois qu'on en a plein. Et voilà les raisons de faire un audit social. Donc sur chaque item, on va pas continuer parce que là on se dit on est assis sur un volcan. Vous êtes assis sur un volcan, mais je pense que vous en aviez tous déjà conscience avant de nous rencontrer. Mais on plaide vraiment pour une démarche de notre côté, pour une démarche qui ne soit pas simplement, mais vous l'avez bien compris, j'ai un petit peu insisté, une optimisation pure de coûts. Qui est on plaide pour une démarche qui est plutôt apprenante pour l'organisation, vous-même et les services. Ça a un certain coût économique, c'est vrai, mais bon là on est tout à fait adapté ensuite pour vous accompagner à la fois dans les actions correctives, à la fois dans l'accompagnement des mesures pour obtenir la restitution éventuelle des sommes qui auraient pu être décelées. Vous évitez surtout la potentialisation des risques décelés qui pourraient continuer, parce que
Ensuite, les délais de prescription courts, certes, mais enfin la peur n'évite pas le danger. Quand le risque est là, est réalisé en cas de contrôle, les additions peuvent être très très lourdes pour les entreprises. Et donc, on peut par ailleurs vous accompagner dans les voies parajudiciaires ou judiciaires, commission de recours amiable, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, voire devant le tribunal administratif, parce qu'il y a de plus en plus de décisions également qui peuvent y faire l'objet de contestation. Voilà, mais je crois que on vous remercie de votre attention sur ce thème. Merci. Merci beaucoup.